Bonjour à tous. On se trouve ici dans l'espace au Bourget Génération Climat avec des partenaires, Sofreco, Monsieur Michel Berne, Bonjour. Thomas Granier de l'association La Voûte Nubienne et moi-même Énergie 2050. Donc on va vous parler un petit peu aujourd'hui dans le cadre de la Convention Climat des enjeux et des défis et des opportunités d'agir sur l'énergie. Alors on va la regarder et la conjuguer à plusieurs composantes et on aura un éclairage à la fois de quelle est la portée et quels sont les enjeux et les défis au niveau politique par rapport à la Convention Climat. Et puis aussi on verra les grands aménagements et aussi l'environnement construit, tous ces grands domaines étant bien évidemment des intégrateurs de ce qui est censé être le service énergétique. Alors peut-être pour commencer un petit peu, je vais vous dire quelques petits mots pourquoi on est ici aujourd'hui à la COP21. Vous savez tous qu'on est en train de négocier un accord particulier sur le climat qui doit être ambitieux, qui doit être équitable, qui doit être réaliste et qui doit être opposable, c'est-à-dire qui est une forme juridique appropriée. Alors aujourd'hui, on est justement à une inflexion particulière puisque le texte est sur la table, les ministres commencent à s'en emparer et dès lors, on n'est pas loin de l'issue et la forme de l'accord va devoir prendre en compte des mesures. Et dans ces mesures, bien sûr, la question énergétique est centrale puisqu'on le sait tous qu'une grande part des émissions de gaz à effet de serre viennent des émissions suite à l'usage des énergies fossiles. Mais j'ai envie de dire que dans le cadre de la Convention climat, on doit aussi comprendre et se souvenir qu'on a des trésors d'opportunités au regard de l'énergie, de l'usage que l'on peut en faire. Mais en particulier, le groupe intergouvernemental des experts sur le changement climatique nous a expliqué, nous a rappelé que nous allions devoir laisser 2/3 du stock des énergies fossiles sous terre et que cette sagesse doit aussi s'imposer dans le cadre des négociations, cette bienveillance par rapport à la planète, puisque si on utilisait ce stock de carbone associé aux énergies fossiles, bien sûr, on serait dans un scénario particulièrement catastrophique et alarmant. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette table ronde, ce débat, pour se rappeler et aussi surtout se concentrer sur la mise en œuvre, quels sont ces bouquets d'options. On ne va pas tout couvrir bien sûr, mais en tous les cas, on va balayer un bouquet d'opportunités qu'on va essayer de partager avec vous. Alors, quelques petits mots avant de passer la parole à mes collègues sur l'association Énergie 2050. On est une association qui travaille sur la systémique du développement. On travaille sur le bâtiment, les villes, les négociations climat, les mécanismes carbone. On travaille beaucoup en partenariat et d'ailleurs, on a 2 partenaires autour de la table. Et notre objectif à nous, c'est d'essayer de ne plus sectorialiser le développement et d'essayer d'avoir une composante transversale. Dès lors qu'on parle, par exemple, de l'énergie, eh ben, on doit parler du bâtiment, des territoires, on doit parler de l'usager. Dès lors qu'on parle du bâtiment, on doit aussi parler du genre, du territoire, de la planification. Donc tous ces sujets sont croisés en permanence et se conjuguent à l'infini. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette approche sur la systémique. Alors je passe dès à présent la parole à Michel qui va présenter un de nos partenaires Sofreco, avec qui on a le plaisir de travailler et qui va vous parler de leur vision et de qui ils sont. Bonjour, merci Stéphane. Donc nous sommes effectivement ensemble sur cette COP21 pour parler un petit peu de notre expérience et de ce que nous avons pu sortir comme différentes idées adaptées aux pays en développement dans nos projets, puisque Sofreco est un acteur dans le domaine du développement. Donc nous travaillons sur une multitude de secteurs dans les pays en développement ou en transition, sur des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux, grands et les autres. Et donc dans nos projets, nous avons, parmi nos compétences, nous avons un département important qui est environnement et un autre département que je dirige qui s'occupe de l'énergie. Et donc dans les projets énergétiques en Afrique, nous avons évidemment, nous sommes exposés à toute une panoplie de problèmes et de situations différentes et donc que nous essayons de gérer souvent en partenariat avec le secteur privé, mais pour le secteur public. C'est un petit peu notre credo. Donc, en 2 mots, Sofreco, sur le plan énergie et surtout en Afrique, nous avons une activité conseil et une activité ingénierie. Et donc, pour ce qui est conseil, nous travaillons beaucoup dans les projets régionaux et c'est de ça que je voulais un petit peu parler plus aujourd'hui, sur les aspects interconnexion entre différents pays, les aspects par lesquels les pays peuvent en fait un petit peu atténuer les points faibles des secteurs énergétiques des différents pays africains. Merci Michel. Alors, notre troisième invité et partenaire, c'est l'association La Voûte Nubienne, donc Thomas Granier, qui va nous parler d'une expérience, mais d'une réalité aussi, et comme quoi on peut aussi transformer parfois des apparentes fatalités en opportunités. Thomas.
Merci Stéphane. Oui, alors on est un petit peu... La voûte nubienne, c'est un programme qui permet une transformation des réalités de l'habitat en Afrique sahélienne avec une proposition technique, donc le concept voûte nubienne, une maison entièrement en banco, en terre, matériaux locaux, savoir-faire locaux. Ce qui est intéressant peut-être d'apporter à ce débat, c'est une proposition dans laquelle c'est de l'énergie passive. Le bâtiment voûte nubienne permet déjà des économies considérables par ses performances thermiques passives, tant sur le froid, sur le chaud bien entendu, que même sur l'hygrométrie pour la conservation de denrées. Et on vient là renforcer les dispositifs des acteurs de l'énergie pure et dure, parce qu'on a un support aux propositions qui évidemment accélère et renforce les impacts. D'accord. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Alors, peut-être qu'aussi, je vais faire un trait d'union pour montrer que finalement, tous nos questionnements et toutes nos interventions, nos partenariats sont éminemment complémentaires. Ici, dans le cadre de l'accord de Paris, nous savons tous qu'il y a eu les documents fondateurs de ce qui va être demain le possible accord que nous espérons tous, bien sûr, mais qui s'appelle les contributions prévues déterminées au niveau national. Donc, nous avons tous été des acteurs à des degrés différents de ces CPDN, que ce soit dans le cadre des instances de la francophonie qui a fait des ateliers régionaux, dans le cadre de ce partenariat qu'on a eu avec Expertise France et la facilité mise en place par l'AFD pour accompagner 26 pays, pas seulement francophones d'ailleurs au demeurant, mais je sais aussi que AVN a été derrière pour parler aussi des questions du bâtiment et qui d'ailleurs sont inscrits grâce à, j'ai envie de dire un peu tout le monde, mais AVN et Énergie 2050 en l'occurrence, dans des CPDN. Donc j'ai envie de dire que dans ces trajectoires de CPDN, il y a deux problématiques et qui vont effectivement nous permettre de continuer le débat. C'est la problématique d'une part, les pays vont devoir s'engager sur des trajectoires de réduction. C'est ce que j'ai envie de dire, l'inconditionnalité, c'est les engagements. Alors évidemment, en se souvenant que l'Afrique reste un pays vulnérable, peu d'énergie, une des énergies la plus chères au monde, un service énergétique dégradé et souvent des complexités territoriales exacerbées par la question climatique. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi une trajectoire, une deuxième trajectoire dans ces CPDN qui sont les conditionnels. Et les conditionnalités sont associées à, si on met en place les modalités d'accompagnement, on va pouvoir modifier ces trajectoires carbone et arriver sur des territoires sobres en carbone qui sont porteurs de développement et bien sûr qui ont des co-bénéfices en termes d'atténuation. Alors ça, c'est un sujet qu'on a eu le plaisir de faire dans 7 pays ensemble. Je sais que AVN a beaucoup travaillé sur le Burkina, sur le Sénégal et d'autres pays dont tu vas nous parler. Nous, c'était plutôt le Togo, le Sénégal, le Burundi, Djibouti. Donc, certains en ont souffert, d'autres non. Mais en tous les cas, l'aventure est là. On a fait du mieux pour accompagner les pays. Mais dans le cas de ces CPDN, en tous les cas, la question d'énergie était souvent très centrale. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que cette vision à la fois du régional et du national peut avoir un sens, parce qu'on voit bien qu'on doit travailler sur l'offre et la demande. Et là, on voit bien qu'on a des acteurs qui sont plutôt voûte nubienne sur la demande, nous plutôt sur les deux et dans le cadre de Sofreco, de ton intervention d'aujourd'hui, plutôt sur l'offre. Donc quel est le point de vue ou l'approche que peut avoir Sofreco sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc toutes ces discussions sur l'adaptation ou le changement du climat, évidemment pour les pays d'Afrique, ça se passe sur le fond de leur sous-développement économique. Et l'énergie pour l'économie, c'est, je dirais, à la fois la cause et la conséquence de ce sous-développement. Je vous donne un exemple simple. En 1960, le PNB du Sénégal était égal au PNB du Taïwan et celui de la Côte d'Ivoire était égal à celui de la Corée du Sud. Vous voyez ce que c'est aujourd'hui. Donc, bon, en fait, il n'y a pas de fatalité, mais il y a des problèmes et des solutions. Pourquoi je voulais parler de cet aspect interconnexion, de l'aspect coopération régionale? Parce que, à la fois, ça permet aux pays africains, en mettant donc en commun leurs moyens de production, et en interchangeant l'énergie, ça permet de satisfaire au moins à la demande la plus pressée, sans dépenser des sommes qu'ils n'ont pas et que les autres d'ailleurs n'ont pas pour les aider.
et sans nuire enfin sans brûler plus de pétrole, de mazout, de fuel ou même de charbon et de gaz. Donc ça c'est la première chose, question coût, et c'est quelque part une opportunité pour les pays qui sont par exemple enclavés et qui n'ont aucune ressource autre que solaire, mais qui vient très très lentement, ou alors thermique, et thermique très polluant. Donc ça permet à ces pays d'avoir l'approvisionnement électrique. Il faut dire que l'Afrique, en différence des autres zones du monde, abrite 5 ce qu'on appelle pôles énergétiques. Donc ce sont des organismes qui ont été créés assez récemment, dans les années 90-2000, mais qui commencent à tourner de plus en plus vite et qui permettent justement de réaliser ensemble les projets d'interconnexion ou même des projets de génération, enfin de production électrique dans les zones qui sont frontalières à plusieurs pays. Donc je voudrais souligner cette notion des pôles énergétiques en Afrique qui est très importante et qui est assez insolite, en fait, assez inédite dans l'histoire du développement de l'électricité au monde. Bon, je reviendrai sur d'autres choses peut-être après. Alors peut-être Thomas, pour rappeler la part de l'environnement du bâti dans la transition énergétique attendue africaine, si tu peux nous donner une vision et de ce rôle majeur que doit avoir le bâtiment et l'environnement construit par rapport justement à ces problèmes à la fois d'approvisionnement et de demande. Oui, alors évidemment, un environnement construit, un habitat de qualité va pousser le bien-être et les ressources économiques de la population. Mais ce que je voudrais souligner, c'est le côté transversal de nos actions. Ce qui est la complexité des actions. On voit que par exemple l'énergie ne pourra s'aborder sans il y ait des parties prenantes complexes, les sociétés civiles, les autorités politiques, la finance privée, mais aussi des acteurs du business informel, hein, qui est très très important en Afrique. Et c'est peut-être là où dans ce débat AVN peut amener sa pierre, sur les questions de transversalité des problématiques et les questions de duplication et de vulgarisation. Comment, à partir de techniques de qualité ou de ressources d'énergie de qualité, comment permettre le plus grand accès au plus grand nombre, le plus rapidement possible. Ça, c'est assez... il y a des chocs culturels et économiques tels. Les gens qu'on doit toucher sont parmi les populations les plus pauvres du monde, avec des éducations assez basses. Et comment leur amener les solutions, qu'elles soient de l'habitat, qu'elles soient de l'énergie. Ça, c'est une réflexion intéressante aussi. Quels sont les moyens de diffusion les plus appropriés? Alors je sais qu'on va être pris par le temps, mais je pense que là on a posé 2-3 problèmes qui sont au cœur de ce qu'on essaie de tous de faire ensemble. C'est que très clairement, il faut donner peut-être 2-3 chiffres pour montrer l'ambition qu'on doit atteindre et peut-être pourquoi ici à la COP ce débat sur l'énergie est central, on le sait, puisque c'est dans les comités techniques ou autres, mais très clairement doit percoler et se réapproprier d'autres approches. Je vais juste rappeler que dans les 20 prochaines années, il y aura à peu près 2 milliards d'urbains supplémentaires en Afrique. Ce qui veut dire par des migrations de population, par la démographie, ce qui fait qu'on est sur des rythmes de construction de bâtiments donc, qui vont impacter la demande et qui vont évidemment créer des conséquences sur du délestage, un coût d'énergie cher s'il n'est pas en plus décarboné. Et on voit bien que le volume de bâtiments à construire est inédit. Et là, je rebondis un peu sur ce que disait Thomas, c'est qu'il est tellement inédit qu'aucune de nos sociétés n'a expérimenté une telle transition. Donc ce qui fait que si on n'arrive pas aujourd'hui à démultiplier les moyens d'agir d'urgence, on va avoir ce que l'on appelle dans le langage un peu technique des effets verrous. C'est-à-dire que même si on arrive à demain mieux et augmenter une production, on n'arrivera pas à atteindre les enjeux. Et c'est là où on doit avoir des bouquets d'opportunités et d'actions. Et je vais faire un petit clin d'œil pour vous dire qu'aujourd'hui, on devait avoir un 4e intervenant. On est juste triste parce qu'il y a eu une petite erreur de timing. Et le fonds Saber Abrek, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un fonds régional africain qui a été initié par 15 pays. Avec aussi, on a un partenaire Ecosur Afrique qui travaille sur les mécanismes carbone en Afrique et qui a 40 projets MDP, donc c'est assez inédit dans 17 pays africains. Et on a lancé une initiative qui s'appelle Ethi Carbone Afrique, qu'on relancera demain
et qui est un carbone où on veut travailler sur du carbone certifié, mais dématérialisé, pour lui donner une valeur éthique, économique, environnementale et sociale. Et l'argent collecté par ces grands partenaires, donc on est trois, Énergie 2050, la Saber Abrec et Énergie 2050 qui est à l'origine, l'argent aura 50% d'adaptation, 50% d'atténuation. Donc on va être un mini petit fond vert, mais l'air de rien, il y a l'UMOA derrière, il y a la BAD, il y a des acteurs pays. Et ces acteurs pays, c'est eux qui sont souverains pour mettre en œuvre ce que nous on propose. Que ce soit le bâtiment, dans le cas de par exemple AVN, maintenant a été mis dans le CPDN du Sénégal, donc c'est quand même une victoire à laquelle je pense qu'on a un peu tous participé. J'imagine que ces grands enjeux des interconnexions font partie aussi de cette vision régionale qui n'est pas inscrite aujourd'hui dans les CPDN, mais qui le sera, parce qu'à terme, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, juste pour qu'on ouvre aussi les quelques minutes qui nous restent sur le pourquoi on est ici et simplement de ne pas oublier qu'on est des porteurs de solutions et que c'est ça qui est à un sens aujourd'hui à la COP, qu'on le rappelle, c'est pas simplement une COP politique, c'est une COP qui doit mettre en œuvre des solutions. Parce que si c'est pour faire encore un plaidoyer et reporter à 2040, 2050 des engagements ambitieux mais réalistes, évidemment, on s'est trompé d'endroit. Donc je vous laisse un peu les quelques minutes qui restent pour votre ressenti sur cette ambition à laquelle on aspire tous. Michel ? Je dirais que bon, l'Afrique est confrontée à cette double pression. Donc, effectivement, il faut s'occuper du climat, il faut penser à ce qu'on émet dans l'atmosphère et il faut penser à la pollution et donc à l'avenir, en fait, à son propre avenir. Mais bon, d'un autre côté, il y a la pression du développement économique. Qui est là et ce développement est totalement indispensable pour pouvoir lutter contre les changements climatiques ou les atténuer. Et vous savez, les secteurs de l'énergie électrique en Afrique cumulent en fait tous les désavantages possibles. Ils sont assez petits. Il y a assez peu de pays en Afrique qui dépassent 1000 MW de puissance installée totale pour le pays, ce qui est en fait une centrale, 1000 MW. Ils sont mal gouvernés, ils sont pas solvables ou très peu solvables, donc n'attirent pas les investisseurs parce que pas de garantie de paiement. Leur secteur, je dirais, de prédilection, leurs clients, les industries, sont quand même en développement relativement lent. Donc tout ça, ça pose un tel autre problème que, en fait, je pense que la seule voie par laquelle on peut les résoudre, c'est d'essayer de penser à tout à la fois. Donc, au petit kit solaire pour alimenter les maisons, pour que les enfants puissent lire le soir. C'est très important parce que les quelques heures qu'ils passent à l'école, souvent c'est insuffisant. Donner de l'énergie dans la zone rurale pour ajouter des activités génératrices de revenus. Sans ça, ce n'est pas durable. Mais aussi développer les gros centres de consommation. Et pour ça, il faut des grosses centrales. Désolé, on ne peut pas s'en passer. Heureusement que certains de ces pays ont des gros gisements de l'énergie hydroélectrique et hydraulique, comme vous savez tous le fameux site d'Inga d'une puissance possible de 46 000 MW. Il y a beaucoup d'autres châteaux d'eau de l'Afrique comme la Guinée ou le Mozambique. Mais quand il n'y a pas ça, parfois, il faut se résoudre à construire des centrales à gaz plus propres en apportant des technologies éprouvées ou même pas éprouvées, mais en essayant, si vous voulez, de répondre à ce besoin de développement économique sans lequel il n'y aura pas de vrai lutte contre le changement climatique. C'est très clair. Thomas, un peu ta vision sur ces grands défis qu'on est en train d'essayer de résoudre collectivement ? Alors, après avoir parlé de la transversalité, je reviens un peu à notre cœur de métier. L'énergie doit se conjuguer avec l'habitat doit se conjuguer avec l'énergie, et tout ça doit se conjuguer dans une vision économique adaptée aux réalités des populations. Il n'y aura pas de transition sans un habitat de qualité, et nous œuvrons dans ce sens-là avec nos partenaires.
Alors peut-être, parce que je sais qu'on va être un peu pris par le temps, mais très clairement, je crois que c'est quand même bien de se rappeler qu'effectivement, on a ce nœud de contrainte, mais qu'effectivement, et ça on ne l'a pas dit, et je pense qu'il faut l'insister dans les quelques minutes qui nous restent, que la priorité de l'Afrique, et c'est tout simplement une question d'évidence, mais aussi d'éthique, c'est l'impératif du développement. Et dans les CPDN sur lesquels on a eu le plaisir de travailler, on a réussi à faire entrer l'apport du développement bas carbone, donc qui est porteur évidemment d'une augmentation de la résilience. Ce développement bas carbone peut être porteur de co-bénéfices en termes d'atténuation, parce qu'il faut se rappeler qu'au-delà des enjeux énergétiques, ce sont des pays faiblement contributeurs. L'exemple du Togo, 0,03% des émissions mondiales, il est très clair que les enjeux de l'atténuation ne sont pas au Togo. Par contre, effectivement, on doit éviter ces verrous. Évidemment, Énergie 1050 plaide aussi pour un habitat durable, puisqu'on a des initiatives avec la francophonie, l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Et je fais un petit clin d'œil à nos amis de Grand Bassam qui viennent de signer ici une convention pour justement rénover une ville patrimoniale, pour essayer d'aller sur une trajectoire de sobriété carbone avec de la rénovation urbaine, ce qui est quand même quelque chose de nouveau en Afrique, puisqu'on est souvent dans l'urgence de la construction. Et là, on essaie de se poser sur des pôles historiques construits et de re-questionner l'usage de la ville, donc de cette mixité d'usages, de services qu'on a tous envie de mettre en place pour lui donner un sens économique, mais aussi un sens de sobriété et de résilience. Donc ça, c'est vraiment les grands défis. Alors peut-être le petit mot de la fin, parce que je crois qu'on ne va pas tarder à être très loin. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter les uns les autres à cette COP par rapport à nos métiers et nos compétences respectives? Je te laisse la parole le premier, Michel. Stéphane, merci. En fait, l'avantage de ce Sobrico et ce qui nous permet de travailler ensemble, c'est qu'on est multisectoriel. Nous avons des ingénieurs, des économistes, des sociologues, des environnementalistes. Et nous travaillons dans quasiment tous les domaines dans lesquels l'aide au développement est active. Et donc, ça permet d'aborder plusieurs problèmes de façon, comme on dit, holistique. Ouais. Et donc, les partenariats sont favorisés comme cela. Donc, bon, nous espérons que cette conférence ne sera que le début. Bon, de toute façon, il y a tellement aujourd'hui d'organisations, organismes, ONG et bien sûr les bailleurs traditionnels qui s'occupent de l'énergie en Afrique. Il y aura beaucoup de travail dans les dizaines d'années à venir. Nous espérons y participer à notre modeste échelle. Nous espérons avoir des compétences pour ça et vive l'énergie en Afrique. Merci. Thomas ? Je rajouterais que, évidemment, les questions d'atténuation sont centrales, elles sont urgentes, essentielles, mais on ne doit quand même pas oublier les questions d'adaptation, particulièrement pour le continent africain. Le continent africain va être parmi les zones du monde qui va supporter peut-être plus lourdement encore que d'autres les questions du réchauffement. Évidemment, dans les pays les plus chauds du monde et les plus pauvres, ça se comprend. Il y a un effort à faire important, essentiel dans les décennies qui viennent pour permettre aux populations d'Afrique l'adaptation sur les questions d'énergie, bien sûr, et derrière les questions d'habitat, les questions d'économie locale. Un slogan peut-être, le monde change, changeons le monde. On est assez d'accord. Alors, je n'ai pas trop la conscience du temps qui nous reste, mais on va continuer un petit peu jusqu'à ce qu'on nous alerte qu'on a dépassé le temps. Très clairement, peut-être que le mot que nous on aurait en tant qu'Énergie 1050, je crois que ça a été un peu prononcé plus ou moins en filigrane pendant tout le débat, c'est qu'en fait c'est je pense, le moment des partenariats intelligents et inspirés. Vous avez remarqué, on est présent à la fois en zone accréditée, puisqu'on travaille avec la négociation, les guides des négociations, les CPDN. On est au Grand Palais ensemble. D'ailleurs, on a invité des amis comme AVN à être avec nous. Très clairement, nous, on est dans la logique de cette mutualisation. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un leadership réinventé. Et ça, je crois qu'ici à la COP, c'est pour ça qu'on a voulu lancer avec ces gros partenaires le Fonds éthique carbone. Et je crois que c'est un des exemples d'une solution technique, mais qui a un sens éthique. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit conjuguer dans ces partenariats une nouvelle forme de coopération, parce que très clairement, il y a déjà eu des expériences énergétiques. Et j'ai envie de dire, on commence à réentendre aussi des choses que nous, les un petit peu malheureusement anciens, qui avons quelques décennies dans la coopération, on a déjà entendu. Et aujourd'hui, on ne doit pas reproduire des choses qui n'ont pas donné de sens parce qu'elles n'ont pas été faites avec les bonnes personnes autour de la table. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas bonnes, mais ça veut dire qu'elles ne partageaient peut-être pas le même intérêt par rapport au même agenda.
Aujourd'hui, l'Afrique, puisqu'on peut cibler sur l'Afrique, c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui dans notre discours, mais on aurait pu prendre d'autres zones. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de prendre le temps de pouvoir faire des erreurs. Aujourd'hui, on est dans une urgence, et cette urgence, c'est ce qu'on plaide ici pour la COP. Cette ambition, ce n'est pas un simple vœu de l'esprit, c'est tout simplement une évidence. Et j'ai envie de dire, comme le disait M. Tal, qui aurait dû être avec nous, mais qui sera avec nous demain à la Galerie des Solutions, ici au Musée de l'Air, puisqu'on va faire la deuxième partie du lancement d'Ethicarbone, c'est de dire que l'Afrique, c'est aussi cette porteuse, ce porteur de solutions. On peut rêver d'une Afrique forte, l'Afrique est déjà en mouvement, et très clairement, sans l'Afrique, notre développement bas carbone ne pourra pas se faire. Ça ne peut pas être autrement C'est sur un continent qui va doubler de population en 30 ans. C'est très clair. Donc on est obligé d'essayer d'être dans cette complicité positive. Et je crois qu'à minima, les acteurs qui ont été réunis là sur cette table ronde, modeste contribution, mais néanmoins, je crois utile, puisqu'on a un opérateur qui a quand même plusieurs, il n'a pas eu le temps de le dire, mais je vais le dire pour lui, plusieurs milliers de maisons qui ont déjà été faites et qui ont déjà été dupliquées. Donc ça prouve qu'on peut commencer à imaginer des processus de masse. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont dans pas mal de pays. Plusieurs projets d'interconnexion qui sont en route ou en voie d'achèvement et donc il y a les électrons qui circulent dans. Donc c'est du concret aussi. Et puis il y a des processus comme Ethicarbone ou les villes et les bâtiments durables. Donc tout ça pour dire qu'il y a des solutions. On doit le rappeler à nos amis négociateurs. Ils sont en alerte. Nos amis de la francophonie, ce matin, il y avait une concertation ministérielle. Tout le monde plaide pour cette ambition, mais aussi pour ce partage d'une envie collective, parce qu'on doit ramener le bon sens et l'éthique autour de ce projet commun qui est des trajectoires de développement bas carbone, mais solidaires. Et c'est peut-être ce qu'on peut souhaiter de plus beau à cette COP 21, qu'elle soit que le début, et que la COP 22, on se retrouve en disant on a déjà fait des grands pas pendant l'année 2016. Mais la voie est quand même longue. C'est très clair. Thomas ? On a parlé de partenariat. Moi, je remarque que les partenariats sont complexes. Et c'est pas tellement par des manques de volonté ou par des espèces d'ego de personnes morales surdimensionnées qui empêcheraient. C'est parce qu'il y a une telle pression sur tous les acteurs, juste sur déjà les actions que nous menons, qu'on a énormément de mal à trouver le champ qui permet de s'accrocher les uns aux autres. Or, comme tous les deux vous l'avez dit, il n'y aura pas de véritable progrès sans des connexions, une vision holistique comme vous l'avez dit, et des partenariats qui permettent cette mise en œuvre de cette vision holistique. Apprenons aussi à collaborer, quel que soit le prix, même si on est déjà dans des situations très tendues. Je pense que ça peut être effectivement presque le mot de la fin au sens positif du terme, parce que je crois que qu'on le veuille ou non, ça va être l'exigence du développement. Ça a été déjà le cas, puisqu'on est tous des praticiens, ça a été déjà le cas, mais aujourd'hui, même les modalités de financement des grands bailleurs vont être orientées sur cette approche systémique que beaucoup utilisent d'un point de vue langage et explication pédagogique, mais que très peu ont eu l'audace d'essayer de mettre en œuvre. En tout cas, c'est le défi que nous on s'est imposé dès lors qu'on l'a créé. Et cette systémique, si on regarde le Fonds vert pour le climat par exemple, quand ils vont nous parler d'adaptation, on ne pourra pas imaginer une adaptation de manière sectorielle. On va devoir se questionner. Cette espèce de mariage naturel d'un point de vue éthique va devoir devenir opérationnel pour qu'on puisse travailler sur l'offre, la demande, sur une vision prospective du territoire. Et tout ça, c'est finalement peut-être la grande nouveauté de la COP21, c'est qu'on va avoir tous cette exigence de réussir cette mutualisation des talents sous peine de desservir les possibles objectifs ambitieux qui auront été décidés ici aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie tous les deux. On est enchantés de vous avoir accueillis ensemble et de partager tous ces espaces d'échange et de collaboration. Et on se dit à bientôt sur le terrain ou dans d'autres instances de discussion. Dès demain. Dès demain. Merci Stéphane, merci Michel.